Bonjour, bienvenue donc pour cette première conférence débat de l'année. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne année, une année de réussite pour vous, bien sûr. Alors cette première conférence débat va porter sur enseigner en 3D. Alors je ne sais pas trop, mais moi j'ai toujours enseigné en 3D, c'est-à-dire que j'ai un problème, je n'ai jamais été en 2D, hein, les étudiants me voient en 3D. Mais visiblement, de nouveaux outils, de nouveaux usages, une ingénierie pédagogique. Donc, pour nous présenter donc, cette nouvelle façon d'enseigner, eh bien, nous avons Patrice Thirier, Emmanuel Sylvestre et Nadi Eloyek. Alors, je vais leur demander de se présenter rapidement avant qu'ils entament donc leur présentation. Patrice. Donc bonjour, je suis donc Patrice Thirier, j'enseigne l'anatomie à l'ISTR, l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation, et je suis également directeur adjoint du service qui crée les ressources que l'on va vous montrer et qui gère la plateforme pédagogique qu'également nous verrons fonctionner. Donc Emmanuel Sylvestre, responsable des évaluations, des enseignements et des formations au service ICAP. Donc bonjour, je m'appelle Nadi Eloyek, je suis enseignant d'anatomie à l'UFR STAPS de Lyon et je suis chargé de la partie recherche en didactique des sciences. Merci. Alors moi j'ai un petit problème, je ne sais pas vous, mais alors ICAP, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ICAP, allait être présenté... Mais l'ICAP, c'est institut, c'est... Non, c'est innovation, voilà. Conception et appui pour la pédagogie. C'est un service de Lyon 1... dont l'objectif est d'innover, d'être à la pointe de toutes les innovations en matière de nouvelles technologies, de gérer la plateforme pédagogique Spirale, d'évaluer les enseignements et d'apporter un appui à l'enseignement aux enseignants, en particulier dans le cadre des appels d'offres donc auxquels répondent les collègues qui présentent leur projet qui est jugé, accepté ou refusé. Voilà. Et STAPS, parce que nos collègues, les acronymes à part SNCF, on ne les connaît peut-être pas tous. Hein. STAPS, c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est l'UFR STAPS de l'Université Lyon 1. Bon, Patrice, maintenant je crois que c'est toi qui commences. Donc, je voudrais introduire notre propos par un événement qui s'est déroulé l'année dernière, organisé par votre ministère de tutelle, votre futur ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, en octobre 2009, et qui avait organisé une journée dont le thème était vers une pédagogie en 3 dimensions. Et j'ai repris in extenso une phrase annonçant cette journée qui se déroulait à la Villette et où, bien évidemment, tous les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale étaient présents. Cette phrase, la voici. L'image 3D est au cœur de l'audiovisuel numérique d'aujourd'hui. Si le marketing, la publicité, le jeu et le cinéma sont à la pointe des usages émergents, qu'en est-il pour la sphère éducative et quelles applications pédagogiques peut-on entrevoir ? Eh bien, quelques mois après, à 12h15, plutôt 35, on peut déjà quasiment répondre à 2 de ces questions. Qu'en est-il pour la sphère éducative ? Eh bien, concernant le ministère de l'Éducation nationale, les journées hymnes, c'est-à-dire images, numériques et éducation, c'était le thème de la journée, et un des grands rassemblements de collègues qui s'intéressent à l'éducation nationale à ce sujet, qui a lieu à Aix-les-Thermes, qui est devenu un grand classique, eh bien, on peut aboutir à la conclusion suivante, rien à l'horizon, en matière de 3D, bien évidemment. Concernant notre valeureux ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, eh bien, à part Lyon 1, la 3D n'est pas encore une pratique courante dans les universités françaises. Je le sais d'autant mieux que c'est nos projets qui récoltent tous les budgets disponibles. Alors, quelles applications pédagogiques peut-on entrevoir ? Question donc de cette fameuse journée de 2009. Eh bien, nous allons essayer de vous apporter quelques réponses. Et on va donc aborder cette question sous une forme un peu légère.
On va donc évaluer les solutions d'un enseignant qui, évidemment, en travestissant la réalité, a sa gomme, son crayon et surtout ses doutes, des doutes qui sont peut-être proportionnels à son âge, ses élèves qui, eux, baignent dans le numérique et en permanence, qui manient le numérique, qui s'approprient les objets sans aucune difficulté, à commencer par la machine à laver de maman ou le réveil matin à 5 €. Les enfants qui savent très jeunes donc gérer toutes les subtilités du numérique. Et puis aussi les objets 3D omniprésents, puisque la vidéo 3D certes, mais les jeux vidéo sont de la 3D. Et puis, on peut penser qu'ils ont des attentes dans ce domaine lorsqu'ils s'assoient sur les bancs de l'école, du lycée, du collège et de l'université. Alors, pour ce qui nous concerne, nous sommes à Lyon 1, bien évidemment en avance, c'est pas difficile, nous sommes les seuls, et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut exploiter toutes les fonctionnalités d'une technologie, la 3D, pour mieux enseigner. Je voulais mettre des guillemets à mieux, ça pourrait être l'objet d'un débat. Donc, nous ne vous présenterons pas le service ICAP, puisque notre modérateur m'a appelé justement à présenter le service. Merci Jean-François. Je précise tout de même que la plateforme Spiral, qui a été initiée, créée en 2003 à Lyon 1, a été classée récemment par Bruxelles dans les 6 meilleures plateformes européennes, officiellement et officieusement la meilleure. Donc on a un outil à Lyon 1 qui est remarquable et je vous montrerai en direct, en live, comment j'assure mes cours d'anatomie à l'ISTR. Les différentes ressources que nous produisons, on vous en montrera quelques exemples. Les financements, là je vais être très rapide, on peut obtenir actuellement de l'argent assez facilement dans les ministères, mais d'autant plus facilement, encore une fois, que Lyon 1 est la seule candidate pour répondre aux appels d'offres. Et c'est devenu, en 5 ans, une des priorités politiques, ou une des priorités de la politique en pédagogie de Lyon 1, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons 3 infographistes à temps plein en 3D, un 4e va être recruté à compter du 15 janvier, et nous n'excluons pas d'en recruter un 5e, aux côtés des infographistes spécialistes de 2D. Et puis on a un laboratoire de recherche, dont un des versants, un des volets s'intitule Neurosciences et enseignement de l'anatomie, et Nadi vous en parlera tout à l'heure. Donc, premier plan, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, ce sont les attentes de nos étudiants. Donc, suite à la réflexion qu'on a pu avoir avec Patrice et Nadi, on avait fait une petite recherche un peu justement sur une petite bibliographie sur la pédagogie et comment vaincre l'ennui notamment auprès des étudiants. Et on a regardé un petit peu ce qui avait été fait dans l'enquête menée par Philippe Mérieux, donc sur l'enquête lycée en 98. Et ce qu'ils avaient montré dans cette enquête, c'est que pour vaincre l'ennui, il y avait un remède avec 3 points qui étaient les plus importants. Premier remède, ça aurait été d'avoir des professeurs plus passionnés, d'avoir des professeurs qui aident et encouragent, et d'introduire les technologies éducatives. Donc ça, c'est quand même une enquête qui porte sur 1,2 million de lycéens. Donc après, on peut s'interroger si les lycéens qui ont été interrogés se rapprochent de la population étudiante qu'on a à l'université, en sachant que les étudiants qu'on a, donc, qui ont utilisé les nouvelles technologies 3D, étaient des étudiants de première année, donc qui sortaient fraîchement du lycée. Un autre point important aussi, c'est que les élèves considèrent comme important mais ennuyeux les cours qui nécessitent ou qui font appel à leur mémorisation. Donc, une grande partie des étudiants, des lycéens trouvent ça ennuyeux, en sachant que l'anatomie est quand même un des cours qui fait appel le plus à la mémorisation. Alors, le contexte de notre étude, on a évalué les attentes des étudiants lors du premier cours, au tout début du premier cours qu'ils avaient en anatomie, donc soit en STAPS, soit en ergothérapie ou en psychomotricité.
On leur a demandé finalement plusieurs choses. Qu'est-ce qu'ils considéraient comme un enseignant, comment dire, quelles étaient les qualités d'un enseignant qui permettait de favoriser l'apprentissage de l'anatomie. Il y avait un premier point qui était relevé, c'était son enthousiasme, à 86%. Et là, on est. Là, tu vois l'enthousiasme, ce que ça peut donner. Non, mais je gère avec la souris, c'est bon. Et l'utilisation des nouvelles technologies à 73%, en sachant qu'ils n'étaient pas du tout au courant que dans cet enseignement-là, ils allaient utiliser de la 3D. Donc c'était quelque chose qu'ils allaient découvrir 10 minutes après avoir rempli le questionnaire. On leur a demandé aussi quels seraient les supports de cours qui favoriseraient l'apprentissage de l'anatomie. Donc on a eu 94% des réponses positives pour l'utilisation de vidéos 3D. Donc ils estimaient que l'utilisation de vidéos 3D allait favoriser l'apprentissage de l'anatomie. C'est d'autant plus important que dans les filières paramédicales, donc psychomotricité, ergothérapie, c'était 100% à trouver que c'était important. 91% pour le vieux Nestor, et 91% aussi pour les planches d'anatomie en couleur, donc 2D. Au niveau de l'utilisation de vidéos 3D, ils estiment que ça va les aider à s'orienter dans l'espace. Donc l'utilisation de la 3D permet d'améliorer les déplacements dans l'espace et de mieux imaginer ce que pourrait décrire l'enseignant. Donc on a un réel intérêt à l'utilisation de ces outils. Donc on verra par la suite, donc là c'était vraiment sur les attentes des étudiants, donc ce qu'ils voulaient pour cet enseignement. On verra dans un deuxième temps le ressenti des étudiants à la fin de l'enseignement d'anatomie. Donc là je vais laisser la parole à Nadie. Donc on a bien vu qu'il faut un prof enthousiaste, on a bien vu qu'il nous faut également l'apport de la technologie 3D, mais pourquoi ? Pourquoi les étudiants estiment qu'il faut de la 3D ? Pourquoi ils estiment que les vidéos vont aider ? C'est cette question-là sur laquelle je me suis penché durant mon travail de thèse, selon une approche des neurosciences cognitives. Donc je me suis penché sur la question des capacités visio-spatiales. C'est une capacité, donc c'est une aptitude à se représenter, à transformer, à produire mentalement des informations symboliques, non linguistiques. Donc c'est des informations visuelles principalement. Les capacités visio-spatiales sont un élément essentiel de la vie quotidienne. Comment ? On s'en sert pour lire une carte routière, ou bien pour s'orienter dans l'espace, pour s'orienter dans une ville, également pour ranger nos affaires. Et les capacités visio-spatiales sont réparties en 3 catégories. Sans vouloir rentrer dans le détail, on a ce qu'on appelle la perception spatiale, la rotation mentale, qui est vraiment l'objet principal de mes études, et la visualisation spatiale. Les capacités visio-spatiales, je les ai abordées selon un angle très particulier, c'est le transfert. On parle souvent de transfert d'apprentissage. Donc le transfert, juste une petite définition, c'est le recours à des compétences déjà acquises quand on a déjà été confronté à un problème, et une fois confronté à un nouveau problème, on va utiliser les compétences déjà acquises pour résoudre ce nouveau problème. Du coup, la résolution d'un problème demande une compétence complexe. Mais cette même compétence complexe peut être divisée en plusieurs micro-compétences, ou bien ce qu'on appelle les micro-expertises. C'est des compétences au segment. Qu'en est-il pour la rotation mentale ? Est-ce que c'est une compétence complexe ? Est-ce que c'est une compétence, c'est une micro-expertise ? On a constaté que dans certaines études, on a mis en évidence que la rotation mentale peut être transférée vers d'autres capacités visio-spatiales. Ça veut dire on s'entraîne à la rotation mentale et on est confronté à un autre type de tests spatiaux, il y a un transfert. Mais également, on a constaté un transfert entre les capacités de rotation mentale et l'apprentissage des mathématiques. Bien sûr, c'est le cas de la géométrie dans l'espace. Mais également, il y a certaines études qui ont mis en évidence un transfert vers l'apprentissage de certaines techniques chirurgicales. Évidemment, certains sports comme la gymnastique requièrent des rotations égocentriques, des orientations dans l'espace. Il y a également eu un transfert et on a constaté que des gens qui ont une bonne capacité visio-spatiale excellent également dans certains sports qui requièrent également la représentation de l'espace.
les jeux vidéo, bien sûr le fameux Tetris qui requiert également de la rotation mentale, sans oublier l'anatomie qui est vraiment l'objectif principal de nos travaux. Ça veut dire les étudiants qui se trouvent en difficulté dans l'apprentissage de l'anatomie étaient également en difficulté dans les tests de capacité visio-spatiale. Dans ce travail de thèse, je me suis également penché sur l'approche développementale. Un petit aperçu, selon Piaget, les enfants à partir de 7 ans ont des images statiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir une image dynamique, d'imaginer un mouvement, un objet tourné dans l'espace. Plus tard, Marmor a mis en évidence qu'on a quand même une capacité de rotation mentale dès l'âge de 4-5 ans. Et plus récemment, cette même capacité a été observée chez des petits bébés de 4 à 5 mois. Pourquoi on a tellement de résultats contradictoires? Premièrement, on peut dire que les connaissances ont évolué, mais c'est surtout que chacun de ces protocoles ont été différents et ont utilisé des stimuli différents. Donc ce n'était pas vraiment le même test, ce qui nous laisse comprendre qu'il n'y a pas une seule forme de rotation mentale, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tests, il y a plusieurs stimuli, ce qui fait qu'on a de petites micro-compétences et micro-expertises. Une autre approche, c'est l'approche du genre. Plusieurs études ont mis en évidence que les hommes sont plus performants pour le VMRT. Alors le VMRT, c'est un test spécifique de rotation mentale. D'autres études ont constaté que la supériorité des garçons apparaît dès l'âge de 9 ans pour ce même test, mais également que cette différence de genre va augmenter et devenir de plus en plus significative chez l'adulte. Par contre, il y a des études également récentes qui disent que cette différence de genre a tendance à s'estomper de nos jours. Ça veut dire un test passé en 1970 montrait une grande différence homme-femme, mais maintenant en 2000, moins de différence. Sans rentrer dans le détail, il y a 3 théories qui expliquent ces différences hommes-femmes. On a la théorie évolutive, la théorie socioculturelle et la théorie biologique. Au final, la conclusion de ce travail de thèse, c'était premièrement déterminer et bien définir ces micro-expertises. Pourquoi il va falloir les définir? Pour arriver à construire un programme d'entraînement, un programme d'entraînement spécifique pour améliorer ses capacités. Mais dans quel but? Pour améliorer également la didactique des sciences. On parle de mathématiques, de géométrie dans l'espace, d'anatomie. Ce serait bien d'intégrer dans l'apprentissage de ces matières-là un entraînement au repérage dans l'espace, mais également dans le développement de la motricité. Certains mouvements, certains sports ont besoin d'une bonne capacité spatiale. Donc entraîner cette capacité que sur le plan cognitif pourrait aider également et être transféré vers le développement moteur. Et finalement, après avoir bien étudier les neurosciences cognitives et cet aspect développemental et du genre au niveau du cerveau humain, il est vraiment très très intéressant de se pencher sur l'utilisation des techniques 3D, des vidéos 3D dans l'enseignement. Parce que ces vidéos-là, premièrement, vont aider l'étudiant à mieux comprendre certaines informations qui sont difficiles à voir, à visualiser en 2D, mais également ça va servir comme un outil d'entraînement aux capacités visuospatiales, donc par la suite un meilleur enseignement et une bonne acquisition des connaissances. Je redonne la parole à Patrice. Donc je vais procéder devant vous à quelques démonstrations de ressources que nous utilisons. Nadi, d'autres collègues qui empruntent, qui utilisent nos ressources, et moi-même, sachant que nous n'en sommes plus au stade expérimental. Ça fait 4 ans que j'utilise des vidéos qui sont créées au fur et à mesure par le service, de telle sorte qu'aujourd'hui, 80% de mon programme se réalise en 3D. Alors, quelles sont les principales ressources utilisées? Alors déjà, on a les vidéos 3D. Alors,
Je vais faire des démonstrations de vidéos en vous expliquant pour quelles raisons je vous montre ces vidéos. Première raison, oui. C'est vrai que quand je ferme mon ordinateur, les vidéos deviennent noires, et ça, à chaque fois, je me fais prendre. Donc ces vidéos sont créées par le service ICAP, et présentation, plein écran. Le cours, donc le cours magistral, comme à cet instant, se déroule devant des étudiants, et je commente les images, ces images qui sont réalisées, on en reparlera tout à l'heure, suivant un scénario, dépendant de mon expérience, et bien évidemment en accord parfait avec le programme. Bon, là vous avez une vidéo qui porte le sigle de notre université en toile de fond, parce que nous avons un site d'anatomie et que nous avons été piratés, ce qui ne me dérange pas, parce que les ressources sont faites pour cela, mais utilisées, on va dire, sans que le nom de l'Union 1 soit signalé. Premier avantage de la 3D. Donc on construit des objets virtuels. Votre infographiste construit des objets virtuels sur son ordinateur, et ces objets 3D, certes, sont virtuels, mais vous pouvez donc tourner autour, les déformer, et c'est là tout l'art de l'infographiste. Donc prenons un chapitre extrêmement compliqué qui est le bassin. Le bassin, ce sont deux ocoxos en forme d'hélice, et très difficile à décrire, peut-être pas, mais surtout à imaginer. Alors on part d'une image mentale simple. C'est ça le premier intérêt de la 3D. Créer une image mentale. Et cette image mentale, on va progressivement la complexifier. Alors avant, j'utilisais une bassine, ou plutôt une poubelle, que je trouvais dans les amphithéâtres, qui, comme ici, voyons globalement cette forme. J'avais toujours une étudiante qui avait un cutter, et je découpais chaque année une bassine. Et puis c'est vrai que j'avais le personnel qui n'était jamais satisfait, mais bon, avait fini par s'habituer. La 3D permet déjà au moins d'économiser les bassines de l'université et permet aussi de réaliser de belles images mentales. Donc l'étudiant, vous lui racontez une histoire. Vous dites, votre bassin, c'est une bassine. Cette bassine, on s'oriente un petit peu vers le haut, l'avant, et on va la découper, cette bassine. Et ce film, l'objectif du cours magistral, c'est que l'étudiant retienne le scénario. Il raconte l'histoire, il mémorise l'histoire que vous lui racontez. Donc je découpe le fond, je découpe l'avant. Alors ensuite on agrémente, on argumente, on peut prendre des repères sur son bassin, des repères osseux. Voilà l'arrière, beaucoup plus difficile bien évidemment. Le schéma corporel fait que l'arrière du corps est beaucoup plus difficile à percevoir, à ressentir. Le haut. Voilà une première approche d'un bassin qui n'est pas si loin de la réalité que cela. Les cavités colédoïdes, donc 2 demi-balles de tennis. Et voilà déjà une première approche. Alors vous remarquerez que le deuxième avantage de la 3D, c'est de pouvoir agrémenter vos vidéo d'une petite figurine qu'on appelle Jessie et qui s'oriente, qui suit l'orientation de l'objet 3D. Ce qui permet d'éviter les 3 axes assez tristes qu'on voit dans tous les manuels d'anatomie, sachant que le repérage dans l'espace est une qualité fondamentale pour mémoriser et comprendre l'anatomie. Et à ce moment-là, vous expliquez que l'arrière du bassin s'ouvre comme les volets d'une fenêtre, il y a une logique, c'est que ça ne s'ouvre pas, les volets ne s'ouvrent pas n'importe comment. Déjà, vous pouvez rentrer dans des détails biomécaniques. On imagine déjà le sacrum qui va venir s'encastrer dans ce coin. Donc on voit déjà des éléments de solidité. Ça préfigure un peu la direction et l'orientation des ligaments. Et vous voyez que parvenu à ce stade, on a une anatomie que j'appelle une sorte d'anatomie grand public, dans la mesure où, conçue initialement pour des STAPS, on peut imaginer que des éducateurs sportifs, même pas titulaires du baccalauréat, révisant leur brevet d'État, par exemple, pourraient mémoriser
relativement facilement ces éléments qui sont à leur programme. Et puis ensuite, partant de cette image mentale simple, on va complexifier progressivement. Et cela va dépendre de votre public. Si vous avez des étudiants en médecine, bien vous irez peut-être un peu plus loin que si vous avez des paramédicaux. Puis peut-être que si vous avez des sages-femmes, vous irez peut-être un peu plus loin sur le bassin que si vous avez des infirmiers, par exemple. Donc, vous voyez, vous mettez en scène et on aborde une question, enfin un gros avantage sur lequel je reviendrai, qui est qu'on a un discours graphique qui se substitue à un discours verbal. Donc, en quelque sorte, on économise les mots et même, idéalement, on pourrait presque avoir une vidéo qui rend le discours verbal secondaire, voire inutile. Donc là, on détaille les différentes parties. On les épaissit. Vous voyez, c'est comme si on avait de la pâte à modeler. On les épaissit, alors on explique la logique de l'épaississement. Ce sont des zones d'insertion. Plus les muscles font subir des forces de traction importantes, plus l'os est épais. Donc vous faites intervenir une forme de logique. Là en arrière, le soutien du mât vertébral, donc des muscles puissants vont s'insérer, donc l'os s'épaissit. Vous voyez, vous racontez une histoire, mais une histoire qui apparaît logiquement. Vous faites sentir la logique de construction de votre corps humain. Là également, vous pouvez commenter la direction de certains processus, de certaines tubérosités, toujours en mettant en évidence cette logique de construction. Après, vous remplissez avec de l'os. Et à la fin, bon, quelques tubercules supplémentaires en avant de l'os. Et à la fin, vous disposez d'un os acceptable, au moins pour les professions paramédicales. Alors, on peut prendre... Bon, là, ce sont des... Oui, encore, on peut avoir une image mentale assez simple de l'organisation, on va dire, du volume ou des volumes du bassin. Je précise aussi que si on a apporté ces précisions, c'est dans le cadre d'une future vidéo sur l'accouchement. Alors, on peut enfoncer le clou avec une deuxième vidéo. Et là, je vais la laisser se dérouler. C'est un chapitre qui est assez difficile. C'est comment mémoriser une vertèbre. Donc, on part d'une image mentale simple. La colonne qui est un tube, bon, qui a certaines contraintes. Elle supporte la tête. Et l'avant du tube, la partie antérieure est pleine. La partie postérieure est creuse parce qu'elle protège la moelle épinière et qu'elle contient. Et la vertèbre, la plus élémentaire, n'est qu'une tranche de tube. Et là, c'est une image mentale simple. Et alors, on précise quand même où se trouve le disque intervertébral. Là, on a une colonne qui, une fois qu'elle a ses courbures, eh bien, commence à ressembler à une colonne vertébrale. Et là, on va un peu déformer, comme si on avait de la pâte à modeler, compléter cette vertèbre très élémentaire. Et l'enseignant, pendant son cours magistral, commente, et là c'est un point important, commente image par image. Vous pouvez reculer. Si une question vous amène à revenir en arrière, bien évidemment, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez présenter plusieurs vidéos simultanément, si cela peut s'avérer nécessaire sur d'autres chapitres. Et vous voyez que progressivement, vous construisez votre élément anatomique, quel qu'il soit, vous le complexifiez, et l'objectif du cours magistral, c'est d'expliquer à l'étudiant que, en sortant du cours magistral, il doit être capable de se raconter cette histoire, de se raconter ce film, et d'en avoir compris la logique, car finalement nous sommes construits de manière très logique. Alors, pour ce qui concerne les rotations mentales, bien, on voit que l'on peut tourner autour des objets.
Donc on a sur ces deux vidéos les 3 fonctionnalités intéressantes de la 3D. Créer des images mentales simples, progressivement complexifiées, se repérer dans l'espace, et puis les rotations mentales. Alors, il est déjà 55, je vais peut-être pas exagérer. Deuxième type de ressources, ce sont des PDF. Des PDF, c'est-à-dire, c'est un logiciel qui, et peu de monde le sait, permet de réaliser, d'importer des objets 3D. Là, vous avez par exemple l'atlas et l'axis, les 2 vertèbres qui supportent le crâne, et vous pouvez réaliser 2 fois de la 3D. C'est-à-dire que vous pouvez montrer les mouvements de rotation de la tête, oui, mais pendant que les mouvements de rotation se déroulent, vous pouvez tourner autour de 2 objets qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Alors vous pouvez zoomer, vous pouvez déplacer vos objets, vous pouvez montrer plusieurs types de situations, par exemple une flexion-extension, et vous pouvez aller encore un peu plus loin. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. J'ai pas le pied. Ah, j'aurais dû avoir le pied. Bon. Alors vous pouvez encore aller plus loin, c'est-à-dire, c'est quand même dommage. Il faut que je vous montre ça parce que ça intéresse votre ministère, paraît-il. Le responsable des TIS, M. Gilles Braun au ministère, estime que pour des formations en mécanique, par exemple, ces fonctionnalités peuvent être exploitées. Donc je vais quand même... Personne ne voit podcast. Oui, PDF. Non, ça y est. Alors le pied. Ah oui, je l'ai mis là. Je l'avais là. Ostéologie du pied. C'est bien, quand je pense que je demande à mes étudiants d'être attentifs. La classe. Ah, fallait bien que ça bug. Voilà, merci. Donc là encore, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Là, par exemple, vous avez des mouvements d'inversion et d'éversion du pied. Cela vous permet une vue éclatée. Donc on vous parle beaucoup d'anatomie, mais on peut imaginer que ces fonctionnalités peuvent être utiles pour d'autres disciplines. Une vue normale. Vous pouvez masquer un objet, masquer un os, le remettre en place, inverser. Si vous voulez par exemple montrer le détail de surface articulaire, mais encore une fois, il n'y a pas que l'anatomie qui est concernée par la 3D. Et puis afficher tout. Vous avez une fonction prise de notes, de telle sorte que on peut imaginer que l'ensemble d'un chapitre peut être rassemblé sous la forme d'un simple PDF. Alors aujourd'hui, on a ralenti un petit peu notre exploitation des PDF parce qu'on a un autre logiciel que nous essayons actuellement et qui semble avoir des fonctionnalités bien supérieures dans la mesure où on peut intégrer des objets qui se déforment. Par exemple, vous pouvez montrer un muscle qui s'allonge et qui se raccourcit, ce qui n'est pas le cas sur ces PDF. Et puis on peut montrer un beaucoup plus grand nombre d'objets. C'est le logiciel Unity. On a d'ailleurs recruté un second infographiste spécialiste du logiciel Unity. Et on pense que, enfin on en reparlera tout à l'heure quand on abordera la pédagogie, je pense que là se trouve l'avenir. L'avenir également avec ces portfolios. Vous voyez, qui présente, bon là c'est un portfolio dédié au cou, avec les mêmes fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, à mon avis, quelque chose d'assez extraordinaire, qui est il est où Tweedy. Ah ben voilà. C'est un collègue informaticien qui a mis au point ce logiciel. Alors il reste encore quelques petits problèmes de brevet, c'est pas évident.
Et on peut très facilement, surtout lorsque le logiciel sera totalement abouti, programmer soi-même si vous voulez, les zooms, le nombre d'objets 3D en place, et se faire soi-même son petit film, son petit scénario. Il suffit d'avoir à sa disposition un crâne, des vertèbres, enfin les vaisseaux dans ce cas-là. Et puis, vous pouvez vous arrêter où vous le voulez. Pardon. Et ensuite, programmer les images clés de votre cours. Vous pouvez également... il est où? Alors là, on ne l'utilise pas encore systématiquement en cours. Vous pouvez supprimer un muscle. Vous voyez, vous pouvez supprimer des objets. Ce qu'on appelle un objet, c'est un vaisseau, un os, un muscle, peu importe. Vous voyez, vous supprimez. Et puis, reprendre votre scénario. On y reviendra peut-être, mais je pense que là se trouve l'avenir. Autant les vidéos sont une ressource qui est verrouillée, qui est empreinte de la personnalité d'un enseignant, et par conséquent on peut considérer que d'autres enseignants peuvent répugner à l'utiliser, autant je pense que ce type d'utilisation des objets 3D pourrait constituer l'avenir, tant pour l'enseignant d'ailleurs que l'étudiant. Il suffirait de mettre à la disposition des uns et des autres des objets 3D. Donc, encore une fois, que ça pourrait très bien être aussi bien des collines, des montagnes pour la géologie que des eaux pour l'anatomie ou n'importe quel objet nécessaire pour l'étude d'une discipline. Autre ressource sur laquelle nous nous penchons sont les podcasts. Le mot à la mode. Oui. Faut que j'aille plus vite? Alors, il faut que je mette le son. Pour vous aider à mieux comprendre cette merveilleuse discipline. C'est l'intégration de vidéos 3D. C'est un long tube. Et vous reconnaissez la vidéo de tout à l'heure, mais qui est donc intégrée comme la météo. Ce tube supporte le crâne. En bas, il est encastré. L'intérêt du podcast sous cette forme, c'est que vous pouvez mettre de la valeur ajoutée à vos vidéos 3D. Encore une fois qu'une vidéo est terminée, elle a réclamé beaucoup de temps. Il est assez difficile de la revoir, de la remettre à vos normes, alors qu'un podcast tel que celui-ci permet de compléter, de modifier, d'amender. Donc voilà les vidéos les ressources que nous utilisons. Je reviens. Ah ben c'est encore moi. C'est encore moi, hein? Ah oui. Ah, j'ai de bavard là. Non. Attends, touche pas. Ah, vous voyez comment c'est l'informatique là? Alors, j'avais pas spirale là? Si, j'avais spirale. Voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Spiral, une ingénierie pédagogique. Voilà la page d'accueil d'un enseignant qui utilise Spiral. Vous avez le nombre de vos étudiants, vous avez le nombre d'entrées, le nombre de connexions. Vous pouvez suivre, enfin je ne sais pas si vous avez des cours sur les plateformes pédagogiques. Vous pouvez suivre ce que font vos étudiants en fonction des dates, évidemment, des contrôles. Vous pouvez vérifier, tiens, ça à tous les coups, leur méchant professeur leur a donné un contrôle écrit. Et vous pouvez donc vérifier si vos étudiantes ou étudiants consultent les ressources que vous mettez à leur disposition. Ça peut être nominatif, mais ça n'a guère d'intérêt, sauf dans des cas très particuliers. On va passer en mode étudiant. Donc vous voyez, je clique, puisque là je suis en mode enseignant. Et voilà ce que mes étudiantes, ou nos étudiants, nos 500 étudiants, peuvent voir, tout du moins pour les psychomotriciennes. Donc vous avez votre page d'accueil et toutes les ressources que je vais commenter rapidement.
peuvent être mises en ligne. Donc, par exemple, un contrôle continu. Les contrôles continus, c'est fait. Vous remarquez encore une fois que les vidéos, eh bien, on peut retrouver les images sur des contrôles continus. On peut réaliser un cours écrit. Là, en PDF, tout l'intérêt. Vous voyez là les images que vous avez vues, tout en précisant que le format que l'on utilise permet, par un simple copier-coller, de coller les images que vous avez choisies. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque vous avez quand même 25 images par seconde, et il est facile de choisir la bonne image. Ah, nous sommes désolés. Oui. Là, enfin, vous avez des QCM qui également reprennent, bascule en mode étudiant, donc questionnement, qui reprennent dans les questions donc des images extraites des QCM. Donc vous voyez cette sorte de continuité, le cours, les vidéos, des images extraites des vidéos, des podcasts qui sont à l'essai, donc pour l'instant les étudiants n'ont pas de podcast, des PDF à leur disposition, le tout sur le tout qui est en ligne, puisque sur la page d'accueil de l'étudiante, vous avez un lien direct avec le site d'anatomie et toutes les vidéos qui sont en ligne. Donc imaginez, on va revenir à notre colonne cervicale, ça sera bien plus simple, la colonne lombaire. Et l'étudiante a à sa disposition le programme dans son entier. Idem pour les PDF. Normalement, je ne devrais pas être loin de passer la parole. Alors, vous avez un exemple, avant que je passe la parole à mes collègues, qui commencent à s'impatienter, j'en suis sûr. Là, on a un exemple de ce qui peut se réaliser, presque dans l'idéal. Ce sont des TD d'anatomie, où vous voyez l'étudiant avec son squelette, le cours, les vidéos qui sont sur leur écran, sachant que bien évidemment le cours est à la disposition des étudiants avant le cours magistral. Pour moi, un cours magistral, c'est pas pour attraper la crampe de l'écrivain au bout d'un quart d'heure, c'est fait pour comprendre et non pas pour prendre des notes. J'ai trouvé ça, toute ma carrière d'étudiant, absurde, et j'essaye d'éviter cela aux étudiants. Et enfin, Spirale qui permet la réalisation de contrôles continus au terme de chaque TD. Voilà comment se constitue cette ingénierie pédagogique. Je repasse donc la parole à Nadi, qui va, on va dire, a posteriori, apporter des compléments sur la justification de cette ingénierie pédagogique. Merci Patrice. Donc, je vais vous montrer 3 études en didactique de l'anatomie qu'on a menées au CRIS, donc Centre de recherche et d'innovation sur le sport, en collaboration avec le service ICAP. Donc, dans une première étude qu'on voit ici, cette étude a été publiée dans une revue internationale dans laquelle on a recherché des corrélations entre les capacités visio-spatiales des étudiants et leur score en anatomie. C'était des étudiants en première année de STAPS. Au début du semestre, ils ont passé des tests de capacité visio-spatiale. Après, ils ont suivi l'enseignement de l'anatomie. Et à la fin du semestre, ils ont fait l'examen final en anatomie. On a fait une corrélation entre les 2 tests, donc plutôt entre les scores des tests anatomie et le score en anatomie. Et on s'est aperçu que les étudiants qui ont une bonne capacité visio-spatiale avaient également de bons scores en anatomie. Et ceux qui avaient de mauvaises capacités visio-spatiales ont également eu des difficultés en anatomie. Donc on s'est dit, c'est clair, il y a une corrélation. Pourquoi ne pas intégrer dans notre enseignement un entraînement au repérage spatial? Et c'était l'objet de notre deuxième étude qu'on voit en bas. Donc on a 3 images à gauche. Ces images, c'est des exercices qu'on a proposés à un groupe d'étudiants
C'est des exercices de repérage dans l'espace. Par exemple, on voit un tournevis avec une flèche et on demande est-ce que ce tournevis est en train de visser ou dévisser. Pour répondre à ce genre de questions, il va falloir tourner le tournevis, imaginer sa main et imaginer le mouvement. Donc, c'est une capacité visuospatiale. Ensuite, une autre question, c'est est-ce que cette main est une main droite ou une main gauche? Pareil, ça demande une capacité visuospatiale, comme la question concernant les engrenages. On a la roue A qui tourne à droite. Dans quel sens tournerait la roue B? Et là, il va falloir imaginer la rotation de chacune pour arriver à la dernière. Donc, on a proposé ce genre d'exercice durant un mois à un groupe d'étudiants. Et on a comparé le résultat de ces étudiants à la fin du semestre à un autre groupe d'étudiants qui n'ont pas suivi ce même entraînement, mais ils ont suivi un mois d'entraînement d'activité physique neutre. Et au résultat, on a constaté que l'entraînement aux capacités visuospatiales va améliorer déjà leur capacité à résoudre ce genre de tests comme le VMRT, mais également, on a constaté qu'ils ont un meilleur score en anatomie. Alors, ce meilleur score n'était pas pour l'ensemble de l'examen d'anatomie, parce que bien sûr, il y a certaines questions en anatomie qui sont de l'ordre du déclaratif, comme comment s'appelle tel muscle, où s'insère tel muscle, mais il y a des questions bien spécifiques qui, avant de répondre, requièrent une certaine capacité visuospatiale. C'est dans ce genre de questions que les étudiants qui se sont entraînés ont eu un meilleur résultat. Ces deux études donc étaient publiées dans 2 revues internationales. Et finalement, on a fait une 3e étude l'année dernière, qui n'a pas encore été publiée. Dans cette étude, on a essayé de valider expérimentalement l'utilisation de la 3D. Cette étude s'est déroulée durant un seul TD. C'était le premier TD du semestre. On a eu 3 groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants qui ont fait un auto-apprentissage d'un chapitre sur le fémur, mais en utilisant comme support visuel notre vidéo 3D. Un autre groupe d'étudiants ont fait également le même apprentissage, mais en utilisant comme support visuel notre PDF 3D. Et un 3e groupe d'étudiants ont eu comme support visuel les croquis de Brison en Castagne. Donc, c'est des croquis d'anatomie en 2 dimensions. Donc, tout s'est déroulé durant un seul TD. Les étudiants ont eu le même support le même support écrit, le même chapitre, mais 3 supports visuels différents. Et à la fin, ils ont passé tous le même test d'anatomie sur le fémur. Il n'y a pas eu d'intervention du professeur et on a voulu, au final, comparer leurs résultats. Ces résultats ont donné juste une tendance statistique en faveur des vidéos et du PDF 3D. Et l'explication, bien sûr, on aurait bien aimé avoir un résultat plus significatif, mais l'explication, premièrement, c'était de l'auto-apprentissage. C'était le premier TD, les étudiants, 18 ans, L1, ils arrivent, premier TD d'anatomie, on leur dit étudier seul, c'était pas évident. Deuxièmement, 1 heure n'est pas suffisante, durant un TD, on ne peut pas vraiment tirer un vrai profit de la 3D. Et finalement, il n'y avait pas un vrai investissement de la part des étudiants, parce que la première question qu'ils nous ont posée, est-ce que c'est noté? On leur dit oui, c'est noté, mais c'est plutôt pour la recherche, c'est un score qui va nous aider à avoir des résultats scientifiques, mais ce ne serait pas noté à la fin du semestre dans votre note d'anatomie, quoi. Donc, il n'y avait pas un vrai investissement, et dans nos perspectives de recherche de futur, on aimerait bien refaire ce même protocole, mais tout au long d'un semestre. Donc, je repasse la parole à Manu. Donc, je vais être assez rapide. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait une évaluation lors du premier cours pour voir justement quelles étaient les attentes des étudiants sur le cours d'anatomie, notamment l'utilisation de la 3D dans l'anatomie. Et là, on a fait une étude, on a repris certains items qu'on a fait passer lors du dernier cours, donc toujours avec des étudiants de STAPS, ergothérapie et psychomotricité. On avait les résultats donc, concernant les supports de cours. Donc, tout ce qui est grisé, c'était les attentes des étudiants. Donc, on avait 94% tout à l'heure qui souhaitaient avoir des vidéos 3D, des supports de cours 3D pour l'enseignement de l'anatomie. Après avoir utilisé ces supports de cours, ils sont 98% à estimer que c'est le meilleur support de cours pour enseigner et pour apprendre la 3D. Au niveau du squelette, on est à 90% en post-évaluation. Et au niveau des planches 2D en couleur,
on descend à 85%. Donc on avait aussi des croquis noir et blanc, transparents noir et blanc, mais ça, c'est vraiment des supports de cours qui sont pas qui sont pas appréciés des étudiants et qui ne souhaitent vraiment pas avoir ce type de support. Concernant les vidéos 3D, donc on leur a demandé finalement, après avoir utilisé ces vidéos, est-ce que ça vous a aidé à vous orienter dans l'espace ou à imaginer ce que décrivait l'enseignant? Ils sont 98% dans chaque situation. Et je laisse la parole à Patrice pour faire le bilan. Alors un bilan rapide, si possible, c'est qu'est-ce qu'apporte à l'étudiant ou à l'enseignant la 3D. Quel est l'intérêt finalement de la 3D? Une aide à la structuration de l'espace, on l'a vu. Une construction mentale possible, progressive des objets, on l'a vu. Pour l'enseignant, la possibilité de réaliser, de prévoir un scénario basé sur son expérience. En tant qu'enseignant, en anatomie, je me suis rendu compte qu'il y avait des chapitres qui restaient invariablement obscurs dans l'esprit des étudiants. J'avais par exemple le rôle du transverse, le facial latin. Je pouvais choisir n'importe quel mot, n'importe quel discours. Les étudiants ne parvenaient pas à imaginer, à concevoir et finalement à comprendre ce que je leur racontais. Avec des images animées, presque au sens latin du terme, donner une âme, eh bien, il semble que ces difficultés soient levées. La 3D permet également une modélisation, c'est-à-dire finalement une mise en évidence d'une logique de construction. Encore une fois, pour ce qui concerne le corps humain, cela apparaît évident, et on l'a vu tout à l'heure. La 3D permet également une animation d'une discipline, donc elle donne une âme, anima en latin, l'étudiant a l'impression de vivre ce que vous racontez, vous explicitez. Vous pouvez reconstituer des événements. Il y a des vidéos que j'aurais pu vous montrer. Même simplement la flexion d'un genou, quand vous voyez le jeu des tendons, le rôle des ligaments, vous pouvez expliquer une fonction. Et puis, vous pouvez également supprimer les détails parasites, tous ceux qui viennent compliquer la compréhension. Ça fait partie aussi de la mise en scène. Mais c'est un très gros avantage d'avoir des vidéos qui sont, des objets 3D qui sont très épurés et où le regard ne se porte que sur des informations essentielles. Et puis, c'est une technologie, je dis des technologies parce qu'il y a plusieurs logiciels possibles, adaptée aux besoins, sans oublier le fait qu'une vidéo, c'est tout de même 25 croquis par seconde, donc 1500 croquis par minute. Et par conséquent, vous n'êtes pas toujours sûr de choisir la bonne vue, la bonne orientation, mais lorsque vous tournez autour de l'objet, il y a toujours la vue qui va, lorsque c'est difficile, faire jaillir la lumière, disons, de manière un peu pompeuse, dans l'esprit de l'étudiant. Et puis, comme je le disais, on est quand même face à la possibilité d'avoir un discours graphique qui se substitue à un discours verbal. Et pour les étudiants non initiés, c'est les primo-entrants, les étudiants de première année, moi ça me paraît fondamental. Un discours scientifique, c'est quand même des codes communs, des conventions communes à toute une communauté scientifique. Même le discours verbal, bien évidemment, on s'exprime en anatomie d'une certaine manière, en physiologie d'une manière un petit peu différente, et ça n'est pas le même discours qu'en sciences sociales, par exemple, ou en économie. Et ces codes, il faut les connaître. Et vous remarquerez que rarement on apprend les codes. On ne donne jamais les clés d'un discours, en tout cas en anatomie ou en physiologie. Et puis, ces codes sont valables également pour les croquis, pour les dessins. Le croquis d'un auteur ne ressemble pas au croquis d'un autre auteur. Certains auteurs vont montrer un relief d'une certaine manière, et puis 10 pages plus tard, représenter un relief d'une autre manière. Parce qu'il a une arrière-pensée pédagogique, mais qui, pour un étudiant de première année, ou un non-initié, n'est pas toujours évidente. Donc, ces codes sautent un peu, grâce à la technologie 3D. Pour l'étudiant, ou pour l'élève, pour ce qui concerne le secondaire, eh bien, première conclusion, premier constat, l'étudiant a l'impression qu'on s'intéresse à lui. Je peux vous assurer que lorsque les étudiants arrivent, en particulier en STAPS, en traînant les pieds, ils sont venus, pour beaucoup, et c'est pas reproche,
parce qu'il y avait du sport, il y avait des activités physiques, il y avait du foot, il y avait de la natation. Quand ils apprennent qu'il y a de l'anatomie, c'est pas forcément un grand jour pour eux. Et si d'entrée, ils voient le prof qui arrive, qui leur présente de la 3D, et parfois on utilise aussi une manette Wii pour manipuler nos ressources, eh bien, d'entrée, l'étudiant est attentif. Il est motivé. Et à la fin, eh bien, on peut considérer qu'il y a de la couleur, il y a des animations, l'étudiant comprend. Cette discipline scientifique est dédramatisée. Je crois qu'elle est aussi un peu démystifiée, voire démythifiée. L'étudiant a compris, on le verra pas forcément sur le long terme, mais il a compris et on lui a prouvé qu'il était capable de comprendre une discipline réputée complexe et sélective. Et je crois que c'est une étape importante dans l'esprit d'un jeune, surtout vis-à-vis d'une discipline scientifique. Et ça pourrait être, c'est une simple hypothèse, un moyen de lutter contre la désaffection pour les disciplines scientifiques. Maintenant, et je terminerai là-dessus avant donc de compléter nos démonstrations par les techniques d'avenir, quelles sont les questions majeures posées par la 3D? Bon, passons rapidement sur les questions techniques. Il faut pouvoir recruter un infographiste compétent et nous sommes collègues, notre employeur c'est l'État est mal rémunéré. Ça ne va pas ensemble et pourtant on y arrive à ICAP, mais on ne sait pas si ça va durer. Quand vous avez un infographiste diplômé des beaux-arts très compétent et dont le salaire est misérable, c'est toujours un aléa pas facile à gérer. Une évolution permanente des technologies. Et moi, l'homme préhistorique, le mammouth de la 3D, ah oui? C'est pas intéressant ce que je dis. Je ne passionne pas les foules. Je termine. Je termine rapidement, Jean-François. J'ai d'ailleurs tout dit tout à l'heure pour calmer ton impatience que c'était fini. Le problème, c'est que les techniques évoluent, les logiciels évoluent. Certains deviennent plus performants que d'autres. Et quelquefois, vous faites du saut de haie d'un logiciel à l'autre. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, qu'on allait abandonner sans doute les PDF pour se consacrer à un nouveau logiciel. Et compte tenu du temps que requiert la réalisation d'une ressource, ce n'est pas forcément un choix très simple. D'un point de vue technique, il faut un lien enseignant-infographiste qui est permanent. Et à mon avis, c'est un des obstacles majeurs dans la plupart des disciplines. C'est que ce lien devant être permanent, il y a peu d'enseignants qui sont disponibles ou tout simplement qui travaillent à proximité de leur infographiste. Vous me direz, c'est bien, comme ça nous permet, nous à Lyon 1, d'avoir pour l'instant pas mal de subventions. Et puis une modélisation parfois difficile, quand vous modélisez par exemple le corps humain, eh bien, c'est-à-dire que vous le simplifiez, ça ne fonctionne pas toujours, parce que sur un croquis, vous pouvez arranger la réalité. En 3D, ce n'est pas possible, parce que les objets se rentrent dedans. Il doit y avoir une meilleure expression, mais j'attends. Et d'un point de vue pédagogique, bon, il faut définir une charte graphique cohérente, pas trop le temps de développer, mais c'est important. Et puis surtout, comment exploiter une compréhension éphémère. L'étudiant comprend, même les choses les plus difficiles grâce à la 3D, mais il les comprend l'espace d'un instant. Compréhension éphémère. Alors, il y a des avantages, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut ensuite que l'étudiant admette qu'il n'a pas compris définitivement et qu'il y a beaucoup de travail à fournir pour acquérir des connaissances qu'il pourra ensuite manipuler. C'est pourquoi je parle d'une compréhension-illusion qui peut parfois l'amener à travailler moins que ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu la 3D à sa disposition. Et puis un point important, c'est une remise en question du rôle et de la place de l'enseignant. Quand vous avez des étudiants, comme en STAPS par exemple, qui vont à un cours d'anatomie le vendredi à 14h, ils sont épuisés, et vous voyez leur épuisement qui progresse chaque semaine, au fur et à mesure qu'on se rapproche des vacances, vous êtes un acteur. Les mouches, on ne les attrape pas avec du vinaigre. Des STAPS à 14h un vendredi, il faut vraiment que l'enseignant anime son cours quand il a un transparent, quand il a que du papier, sa gomme et son crayon à sa disposition. Dès lors que vous avez une belle vidéo, bien faite, une belle ressource qui fonctionne, vous êtes en arrière-plan. Ce n'est plus vous la vedette. Vous n'êtes pas assez coloré, vous ne bougez pas assez, et vous n'êtes pas assez explicite.
votre ressource, c'est la quintessence de dizaines d'années d'expérience, et par conséquent, votre vidéo sera toujours meilleure que vous. Elle dira les choses mieux, elle en dira plus que votre long discours qui va épuiser vos étudiants. Et du coup, vous n'êtes plus à la même place que d'habitude. La tendance, c'est qu'on a un peu tendance à commenter, comme je le dis parfois. Je suis le Thierry Roland de l'anatomie, le Jean-Michel Larquet de l'anatomie. Je commente mes vidéos et j'ai du mal à aller au-delà. Et puis, un asservissement possible, ce qui est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire, c'est-à-dire, quand vous avez une belle vidéo qui est bien faite, vous ne pouvez pas être meilleur que la vidéo, vous ne pouvez pas en dire plus, et par conséquent, vous avez tendance à vous placer en retrait et à laisser finalement faire à la vidéo ce que vous ne savez plus tout à fait faire. L'avenir. Merci Patrice. Le modérateur, pardon. J'aimerais que la salle réagisse un petit peu parce que là, oui. L'exposé était remarquable. Oui. Merci à nos trois intervenants. C'est vrai qu'ils nous ont fourni un panorama assez exhaustif, enfin exhaustif c'est un mot en tant que physicien que j'aime pas, mais assez complet de ce qu'on peut faire. Donc je pense que vous avez peut-être des réactions vis-à-vis de cette présentation. Enfin moi j'en ai. J'enseigne la physique. C'est donc pas quelque chose qui est vraiment super à l'heure actuelle. Et ça me donne des idées alors que je n'étais pas du tout prêt, ni même consentant d'une certaine façon pour utiliser des nouvelles technologies pour la physique parce que je ne voyais pas très bien comment ça pouvait se passer. Alors, je viens de m'apercevoir tout d'un coup que le problème que j'ai en cristallographie, par exemple, c'est que mes étudiants ils sont complètement paumés parce qu'on ne fait plus de géométrie dans l'espace. Et celle qu'on faisait, de toutes les façons, elle était à plat. Enfin, c'était de la géométrie dans l'espace à 2 dimensions. Et là, je me suis dit, mais tout compte fait, peut-être il serait bon de leur donner justement cette rotation mentale, enfin tout ce dont vous avez parlé. Et alors, ce que j'ai apprécié dans cet exposé aussi, c'est ce mélange et disons cette cohérence entre les présentations techniques, les présentations utilisables, utilisées, et aussi le fait que, moi je suis enseignant-chercheur, hein, eh bien, il y a la recherche qui vient aussi et qui vient compléter et aider à de nouvelles présentations. Voilà, alors à vous de parler maintenant parce que il faut que vous parliez un peu. C'est pour ça, mon cher Patrice, que malgré tout, j'aimerais que la salle intervienne un petit peu. Qui a des questions? Alors, j'ai interrompu M. Thirier, donc il faudrait que vous ayez des questions. Et oui, là pour l'instant, tu t'es mis en mauvaise posture. Non, parce que je sais que quelqu'un va poser une question. Non. Oui, alors, là, c'est bien, c'est l'anatomie. Bon, alors maintenant, on va imaginer. Alors, quelles sont les autres disciplines qui pourraient être intéressées? Tu as parlé des maths tout à l'heure, Nadi. Oui. Alors là, j'ai un problème. Alors bon, là, je mets dans l'espace, mais comment? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu... La seule chose que j'ai pu voir, c'était juste un article scientifique qui a mis en évidence également une corrélation. C'est un peu comme le travail qu'on a fait. Une bonne capacité visio-spatiale égale de bons scores en géométrie dans l'espace. Après, quel genre de protocole ils ont utilisé, quel chapitre exactement en géométrie dans l'espace, je ne pourrais pas dire, mais c'est des études en cours. Sinon, l'année dernière, j'ai fait également un protocole avec un collègue à l'INSA qui donne des cours en physique optique. Donc, encore une fois, c'est une autre discipline qui requiert certaines capacités visio-spatiales et les résultats sont en cours de traitement pour le moment. Il y a une autre question qu'on pourrait se poser aussi, c'est, alors je ne sais pas, il y a peut-être des étudiants, des élèves de l'IUFM qui sont donc plutôt vers le primaire. Quels seraient les moyens à utiliser pour développer justement les problèmes de rotation mentale? C'est vrai que bon, il y a un certain nombre de jeux déjà qui peuvent être utilisés, mais comment déjà dans les classes primaires faire en sorte que les élèves arrivent avec une représentation mentale, avec ces rotations mentales, avec cette orientation dans l'espace. Alors ça, je m'adresse aux élèves là. Hein? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je donne un autre exemple d'une expérience que j'avais menée auprès d'élèves et de collégiens. C'était un parcours moteur. Ça faisait partie du cours de PS.
d'éducation physique et sportive. Et donc, c'était un parcours moteur dans lequel les élèves devaient faire une roulade avant, tourner autour d'une balle, s'orienter, aller à droite, sauter un banc, passer en dessous, ainsi de suite. Et également, avant et après le test, le parcours moteur, ils ont passé quelques tests de capacité visuospatiale. Et on a mis encore une fois une corrélation entre les deux capacités. Donc ça, c'était dans le développement moteur. Après, je ne sais pas, dans d'autres matières, j'imagine dans le dessin, il y a également la géographie, ce serait pas intéressant aussi de voir un petit peu dans l'espace la représentation cartographique et d'animer donc une carte, de pouvoir tourner autour, de montrer tout d'un coup l'Everest qui apparaît alors que ça c'est on une le des voit, choses etc. également qui ont été étudiées. Comment lire une carte, un plan par exemple, et ça c'est la même chose pour repérer le nord, le sud, et pour s'orienter dans une ville, c'est la même chose. Souvent on voit des gens perdus dans une ville avec un plan, oui. et ils ont tendance à tourner le plan, alors que quelqu'un qui a une bonne capacité visuospatiale va garder le plan droit devant lui, même si on va selon le plan vers le bas et après à droite, mais il ne faut pas tourner le plan pour comprendre que cette droite par rapport à nous, c'est en réalité dans la rue, c'est une rue à gauche par exemple. Il faut déjà être un peu latéralisé là, mais vraiment. Voilà. Alors là, alors, allez, vas-y. Bonjour. Je voulais rebondir justement sur peut-être ce qu'on peut faire à l'école avec le développement des tableaux interactifs. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vont pouvoir être développées parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de matériel informatique quand même dans les écoles. Il faut quand même dire ce qui est réellement. Et peut-être qu'avec ces tableaux blancs interactifs, peut-être qu'il va pouvoir y avoir des choses qui vont être évoluées où les enfants vont pouvoir eux-mêmes travailler sur justement des choses en 3D, autant en géographie qu'en mathématiques et d'autres, enfin pour la primaire en tout cas, peut-être ces disciplines-là déjà. Donc voilà. Et puis après, dans les disciplines scientifiques au niveau supérieur, effectivement, là on a vu une molécule, je pense, enfin quelque chose qui s'apparente en tout cas, et je pense que peut-être qu'en biologie, il peut y avoir beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Donc voilà, je sais pas, je suis pas une pro, mais en tout cas c'est très bien et il faut continuer cette évolution de la 3D. Oui, merci Marion. C'est vrai, oui, la biologie aussi. Alors, justement. Oui, alors j'aimerais revenir sur le coup du GPS. Vous savez qu'ils vont faire des GPS maintenant en 3D, c'est-à-dire quand on sera dans la ville, on verra les immeubles, on pourra se repérer beaucoup mieux. Il paraît que ça va être bientôt prêt. Donc ça rejoint un peu ce que... Oui, tu peux nous montrer ta molécule, là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que bon, moi je suis physicien. Non, mais tu viens de parler... Il y a une question aussi? Tu viens de parler justement de géologie. Et là, tu es en train de me donner une occasion de briller. Eh oui. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer le mail qu'on a reçu hier, où tout simplement on nous demande de faire la même présentation qu'aujourd'hui au MIT. Si, c'est déjà parti, on part même en 380. Et le MIT a comment dirais-je, une communauté de recherche avec Harvard. Et bon, j'ai pas pu avoir des places sur l'avion pour Nadi et pour Emmanuel. Mais justement, le MIT ne fait pas médecine, mais le patron de la géologie, justement, s'intéresse à la question en lien avec la NASA. Justement, la perception des forces, est-ce que des formes, pardon, est-ce que pourrait amener justement une reconnaissance 3D en quelque sorte. Et on va éventuellement discuter de protocoles de recherche en lien avec le professeur Einstein. En plus, il s'appelle Einstein. Bon, il ne s'appelle pas Albert, mais il s'appelle Herbert. Et donc, ça risque d'être un grand moment. Et pour ce qui concerne ICAP, vous avez une ressource qui est assez intéressante sur le site, où c'est l'ancien directeur, Nicolas Coltis, qui lui avait réalisé différentes couches géologiques avec des tranches de pain, de la sauce tomate, enfin différentes sauces, et pour montrer la formation des vallées découpées pour aboutir finalement à des strates extrêmement complexes à décrire avec des mots. Bon, cela dit, en physique, les nouvelles technologies permettent de réaliser quand même des appareils virtuels,
tu branches, tu débranches, l'enseignant peut, comment dirais-je, pas contrôler, mais programmer les différents paramètres suivant son TP. Les molécules, par exemple, la biologie moléculaire, la génétique, c'est un formidable terrain sur lequel d'ailleurs on commence à se lancer. On va commencer par la contraction musculaire, puisqu'on a déjà les financements, où là justement on peut à la fois modéliser des molécules et en même temps montrer l'infinie complexité de certaines molécules. Et là on a un projet avec les pharmaciens sur la contraction musculaire. Très bien, donc je vois que sont pas en manque de projets, et ça c'est vraiment très bien. De toutes les façons, le ICAP est un service qui est assez dynamique. Il l'a là. Et Patrice Thierry aussi. Alors, fais voir ta molécule. Alors, j'ai vu qu'il y avait des lunettes là. Ça sert à quoi tes lunettes là? Donc là, c'est pour les nouvelles technologies que nous sommes en train de découvrir, de développer. C'est Michael qui... Si vous avez 5 minutes, on peut regarder ça. Ça sera la première fois qu'on fera de la 3D à la fac. Alors, il faut peut-être distribuer les lunettes, Michael? Elles sont distribuées? Bon, bah. Voilà. Je pense qu'il faut les mettre. Donc dis-nous ce qu'on va voir un peu, Patrice. C'est Michael qui gère. Oui. Donc on aura donc de la vision 3D avec des lunettes qu'on vient de recevoir. Donc on les découvre quasiment en même temps que vous. On a transformé une vidéo 3D telle que celle que je vous ai présentée, donc qui ne nécessite pas le port de lunettes. Une vidéo 3D consacrée au virus de l'hépatite C. Alors cette vidéo 3D a une caractéristique très intéressante, c'est qu'elle décrit des zones qu'on ne connaît pas. Et par conséquent, l'infographiste et son enseignant ont dû imaginer comment représenter ce qu'on ne savait pas représenter, puisqu'on en ignorait tout. Et c'est une vidéo qui s'est réalisée sur plusieurs années, je crois, et qui a été complétée par différents papiers dans Nature et dans Science. Et on a vu, nous, cette vidéo évoluer, donc, vidéo dédiée au virus de l'hépatite C. Juste pour les lunettes, il y a un petit bouton, il faut appuyer dessus. Et normalement, elles doivent scintiller après une fois que vous avez appuyé dessus. Vous voyez un petit scintillement. Donc on a acheté une 50aine de lunettes. L'objectif, c'est de pouvoir transformer par un logiciel toutes les vidéos parmi celles que je vous ai montrées. Et puis, voir l'anatomie, mais aussi d'autres disciplines, pourquoi pas la physique, la chimie, grâce à ces lunettes 3D, soit dans le cadre de sessions spéciales, soit tout simplement en cours. On est un petit peu prudent parce qu'il semblerait que le port de ces lunettes pendant 1 heure ou 2 puisse occasionner des maux de tête. C'est possible. Bon, on a tous vu certains films tels que... Comment ? Avatar. Bon, personnellement, moi je n'ai rien ressenti, mes amis non plus, mais ceci pourrait expliquer aussi une certaine prudence. Donc sans lunettes, on voit que les images sont en quelque sorte dédoublées. Donc là, c'est un essai évidemment très récent. On pourrait imaginer à la BU, par exemple, à Rockefeller, pour le secteur santé, des séances de révision. Par exemple, de 8 à 10, tu révises le membre supérieur, de 10 à 12, tu révises ta virologie, et les étudiants viendraient donc voir en 3D des images qui, je pense, sont assez difficiles à projeter lors d'un cours magistral devant 500 étudiants, surtout en médecine. Oui, probablement. Non, mais c'est quand même assez fabuleux parce que tout d'un coup, là, on a une manière d'enseigner, enfin, que je n'utiliserai jamais puisque je vais bientôt m'en aller, mais qui donne envie de reprendre l'enseignement parce que finalement,
ça modifie complètement les concepts qu'on peut avoir au niveau de l'enseignement. Et d'être à l'IUFM, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que c'est quand même un lieu où on continue à apprendre et à former les formateurs, les enseignants. Et vraiment, là, on s'aperçoit qu'on a un univers qui s'ouvre à nous qui est assez extraordinaire. Enfin, moi, le mammouth, je suis arrivé dans le service il y a 5 ans. Je ne faisais pas la différence entre une machine à laver et un ordinateur. Et une des choses qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle ces technologies évoluent, progressent, deviennent de plus en plus fonctionnelles. Et je pense que vous, dans quelques années, vous serez obligé, n'est pas le bon terme, mais vous serez amené à utiliser ces technologies, et très tôt. Sans doute, et on voit déjà arriver les premiers écrans, n'aura-t-on plus besoin de ces lunettes? Je crois que... Quelle est la marque là? Enfin, peu importe la marque d'ailleurs. Les premiers écrans moyens, Alain, viennent de sortir. Oui, c'était hier. On a vu le lien. Je crois que c'est Sony ou Toshiba qui sort le premier écran 3D ne nécessitant pas de lunettes. Donc on aura un jour la même vision, mais sans lunettes. Et je pense qu'un jour, même à des étudiants, à des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on sera quasiment obligé de leur enseigner de cette manière-là. Leurs jeux vidéo vont continuer à progresser, les serious games qui sont tant à la mode actuellement vont sans doute progresser. Il y aura des serious games intelligents à la disposition des élèves, des jeunes élèves. La 3D va devenir grand public. Je lisais hier dans Le Monde que nous aurons cette année, dans le premier semestre, 6 films en 3D, 20 films en 3D, 20 grands films. Donc ça sera 20 ce semestre, et dans 4-5 ans, la 3D risque de faire une irruption dans les salles de cinéma. Donc je crois que ça va être un bain de 3D pour vos futurs élèves. Oui. Tu n'étais peut-être pas en face, Jean-François? Si, ça allait. En étant en face. Bon, on va peut-être, si vous n'avez plus de questions à poser, on va peut-être conclure. Donc, voilà, vous qui allez enseigner bientôt, vous avez à votre disposition un certain nombre de possibilités. Alors, bien sûr, là, je vais faire un petit appel, c'est que ça demande quelques moyens, et quelques moyens donc dans les écoles, les lycées, les collèges, et à la limite même les universités ne disposent pas nécessairement. Si, l'argent est là. Oui. Pour le moment, il faut savoir Lyon, où aller le trouver, voilà. mais c'est relativement simple. Voilà. Pour vous donner un exemple, on a eu 302 000 euros en 18 mois. Oui, multiplié C'est-à-dire par le nombre 7 de collèges, de lycées, enfin. Voilà. Merci à nos 3 intervenants, Patrice, Nadi et Emmanuel. Et puis, bonne chance à vous pour utiliser ces nouvelles technologies. On est loin de la technologie des TIS où on utilisait un PowerPoint simple. Maintenant, ça devient... merci au service ICAP aussi, et le travail qu'ils font, et à la recherche qui suit. Merci. Merci.